Sûr. Bon, et ben écoutez, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis donc Léo Rimbaud, chargé d'animation des communautés d'utilisateurs de HAL. J'animerai aujourd'hui ce webinaire. Un webinaire aujourd'hui consacré au projet Judges que viendront nous présenter donc Sherifa Boukassem Zegmouri et Candice Filio, que je présenterai un peu plus tard. Mais tout d'abord, pour vous présenter un peu le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ça parlera nécessairement de sciences ouvertes, puisque c'est le cycle Parents Sciences ouvertes, à juste titre. Donc la science ouverte n'est pas une évidence qui s'impose d'elle-même dans le milieu de la recherche. C'est le fruit de discussions, de compromis, parfois même de tensions entre différents acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes attentes. Donc, d'une part, on peut avoir d'un côté les financeurs publics qui demandent aujourd'hui que les données, les outils produits soient gratuitement accessibles grâce à leur soutien notamment, tandis que les chercheurs doivent, quant à eux, composer avec des réalités complexes. D'une part, la confidentialité de certaines données, des contraintes institutionnelles ou encore liées à leur discipline. Donc, le projet Judges, lancé en 2024, illustre très bien cette dynamique, comme on va le voir. Donc, un projet qui est consacré à la base à l'étude des décisions judiciaires. Il vise à produire des outils, des ressources en libre accès pour appuyer la recherche dans ce domaine et à mieux comprendre les logiques de prise de décision au sein des tribunaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que ce projet est emblématique d'une science ouverte qui se développe au cœur d'une logique d'acteurs. Les financeurs attendent tant l'ouverture des résultats que les chercheurs doivent aussi concilier innovation scientifique et contraintes propres à leur champ. Et les institutions qui peuvent être tant médiatrices que parfois un peu infra. Donc ce projet met en lumière une question centrale qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment la science ouverte se construit-elle dans le cadre d'un projet financé où se croisent des intérêts scientifiques, exigences politiques et contraintes disciplinaires. Donc, ce projet illustre la manière dont la science ouverte peut transformer un champ de recherche, ici celui du droit, qui a longtemps tardé à adopter ces pratiques. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir donc Sherifa Boukassem Zegmouri, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Claude Bernard, et pour anecdote, mon ancienne directrice de master. Ainsi que Candice Fillot, ingénieure de recherche dans la même université, donc Université Claude Bernard Lyon 1, et ancienne collègue de master, et qui font toutes les deux partie du work package sciences ouvertes de ce projet. Voilà, à titre personnel, c'est un immense plaisir de les faire intervenir aujourd'hui. On boucle la boucle. Donc, bienvenue à toutes deux. Juste avant de vous donner la parole, je vais faire juste un petit point de modalité habituelle pour le bon déroulé de ce webinaire. Sherifa et Candice ont le champ libre jusqu'à 15h30, on va s'arrêter avant 15h30 et un temps sera dédié à vos questions. Pour ce faire, vos micros et caméras sont coupés au vu du nombre que vous représentez aujourd'hui et on vous en remercie. Donc, je vous prierai d'utiliser le module questions et réponses en bas de votre écran pour poser toute question. Voilà, on ne prendra pas de questions à l'oral. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur la chaîne Canalu et YouTube du CCSD. Un grand merci à Hélène et Camille qui assurent la modération de ce webinaire de leur côté. Et merci à Sharifa et Candice d'être présentes avec nous aujourd'hui. Et the floor is yours. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est à notre tour, Candice et moi, de vous retourner les remerciements. Nous sommes sincèrement ravis de faire partie de ce programme de webinaire avec une intervention
qui nous tient à cœur. Je pense que je peux le dire parce qu'on ne va pas présenter des résultats de recherche, mais plutôt des questions qui nous habitent et que nous débattons, dont nous débattons au quotidien, Candice et moi, sur un espèce de processus au long cours qui se fabrique au quotidien et qui fait le quotidien d'ailleurs de la recherche entre nous avec des collègues. Donc merci Hélène Bény, merci Léo Rimbaud de nous avoir invités. Je tiens aussi à préciser que cette intervention, elle est faite à quatre mains. Ça aurait pu être Candice Fillot et Chérifa Boukassem, c'est tout pareil. C'est vraiment un travail de collaboration scientifique complètement porté par à quatre bras, à quatre yeux et avec vraiment une réflexion partagée. Elle est d'autant plus partagée qu'elle doit être aussi partagée avec des collègues, les autres collègues du projet. Le fil conducteur de notre propos, et Candice, si tu le permets, à passer, voilà, le fil conducteur du propos va être le suivant. On va d'abord revenir sur la genèse d'un projet de recherche qui est l'étude de cas d'une certaine façon de l'intervention que nous vous proposons aujourd'hui, et puis pour dresser la scène et puis donner tous les éléments nécessaires au contexte. Et puis, dans un deuxième temps de l'intervention, à deux voix, nous allons aussi vous montrer comment justement, au sein de ce projet, nous avons été amenés à négocier l'ouverture au sein du projet et je tiens à préciser que ce n'était pas quelque chose qui était prévu au début. Enfin, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous au fur et à mesure et que nous sommes en train de continuer d'une certaine façon à documenter. Donc, cette intervention, c'est aussi l'occasion de la formaliser et vos questions et vos commentaires seront précieux. Donc, je te passe la parole, Candice. Oui, merci. Et je réitère mes remerciements en plus pour l'invitation. Donc pour commencer, on souhaitait d'abord en fait aborder avec vous la genèse vraiment du projet Judges et même avant cela les réflexions qui ont été menées par notre collègue Mandy Damy, qui est vraiment la visionnaire et la personne qui a constitué le projet Judges et d'où partent ces réflexions. Et donc elle est professeure en psychologie et à l'université du Middlesex. Elle a pu travailler donc à Londres et aussi aux États-Unis dans différents environnements. Et les travaux et ses réflexions qui sont à l'origine du projet remontent carrément à son doctorat et à la période où elle était encore en études, puisqu'elle voulait être de base psychologue dans les prisons, notamment aux États-Unis. Et lorsqu'elle a initié son doctorat, en fait, elle s'est rendue compte, de par des recherches Google Scholar et de par ses recherches de manière générale, euh, que les études qui étaient le plus publiées étaient celles sur l'emprisonnement, mais pas celles sur les prises de décision judiciaires, donc c'est-à-dire les prises de décision que prenaient les juges. Et par simple recherche sur Google Scholar, elle a comparé, et par exemple en 1996, donc ça c'est vraiment l'année où elle commençait son doctorat, on pouvait retrouver sur Google Scholar, c'était je crois 1280 études sur l'emprisonnement, mais 246 sur la prise de décision judiciaire. Donc, quand même un rapport totalement différent. Et en 2025, elle a refait cette recherche-là sur Google Scholar, d'ailleurs, et il y en a 5720 qui étaient sur l'emprisonnement et 1160 qui étaient sur la prise de décision juridique. Donc, son constat, qu'elle a établi tout au long de sa carrière, c'était que les études sur l'emprisonnement étaient 5 à 6 fois plus nombreuses que celles sur la prise de décision juridique, donc que celles portées sur les juges et comment les juges arrivent à porter leur jugement. Donc elle a pu l'expliquer par de multiples raisons, notamment d'une part qu'il est plus facile d'enquêter sur les prisonniers de par leur statut social comparé aux juges, qui ont un statut beaucoup plus puissant, mais également que l'accès aux informations sur les juges et aux prises de décision juridiques est beaucoup plus restreint, voire impossible. Et ça l'est soit sciemment, soit non sciemment, en fonction de tout ça. Donc ensuite, il faut savoir que voilà, Mandip Damy, donc sur toute sa recherche qui est plus basée donc sur la psychologie, il y a 20% de ses recherches
qui sont sur la prise de décision juridique et sur comment elle est, enfin, quels aspects de la prise de décision juridique sont mis en cause, notamment la mise en liberté sous caution ou le placement en détention provisoire et la détermination de peine. Ce sont vraiment ces recherches. Et pour cela, donc plutôt oui, en droit pénal d'ailleurs, et pour cela, elle utilise plusieurs méthodes. Et elle insiste aussi elle souligne sur le fait qu'il est nécessaire pour cela d'utiliser des méthodes mixtes parce que les unes et les autres ont leurs avantages et leurs inconvénients et il faut croiser. Donc elle s'appuie notamment donc, sur des observations d'audience judiciaire, des enquêtes ou expériences avec les juges directement ou les personnes qui prennent les décisions, des modélisations et analyses statistiques des données décisionnelles. Mais là, elle souligne aussi qu'elles sont limitées par le nombre de variables qu'on peut en extraire, qui n'assurent pas forcément des modélisations, des analyses très exhaustives. Et enfin, les analyses documentaires des dossiers et jugements judiciaires. Et donc là, c'est le cas de Judges, c'est-à-dire directement les dossiers juridiques euh, par analyse textuelle, notamment avec schéma d'encodage et tout ça. Et là, pour le coup, c'est là où souvent les données ne sont pas accessibles ou difficiles d'accès. Donc, au-delà voilà, de la jeunesse du projet et de ses réflexions, la question s'est posée pour le projet Judges, parce que effectivement, donc les décisions judiciaires, elles ont des répercussions et des ramifications très importantes au sein de la société et dans le domaine scientifique de manière générale. Que ces dernières années, donc c'est vraiment l'avènement du big data, comme elle l'emploie, qui a permis de démocratiser l'accès aux données beaucoup plus. Et en fait, les chercheurs dans le juridique, donc maintenant, sont dans le besoin d'avoir des bases de données fiables et complètes de données pour permettre l'analyse de ces données et donc l'encodage, l'extraction d'informations et l'analyse de ces documents juridiques. Et les soucis et entre guillemets, enfin plutôt verrous qui se posent sur ces données juridiques, ce sont que les données actuelles ne sont pas structurées et pas standardisées. Donc c'est là où un projet comme Judges enfin, est intéressant. Et le travail de collecte, de structuration de données et d'encollage qui est fait habituellement et normalement à la main et non automatiquement est chronophage et aussi bah, gourmand en personnel humain, si on peut dire. Voilà. Et donc, voilà, suite au constat, au verrou, donc ça a été vraiment toute sa réflexion tout au long de la carrière. Et Mandip a souhaité travailler sur un système d'automatisation, d'extraction et d'analyse de données juridiques pour faciliter, pour enlever tout, enfin, permettre en fait de gagner du temps sur les analyses et ne pas que ce soit assez chronophage et gourmand en termes d'humains. Donc, elle a pu monter un premier projet avec des informaticiens de son université qui sont actuellement aussi nos collègues, qui sont David Windridge et Santosh Tirunaguri, qui sont des informaticiens complets qui travaillent donc en machine learning, traitement automatique des langues et IA de manière un peu plus générale. Et donc, il y a eu une première proposition de projet qui a été soumise. Donc, c'était un projet plutôt national et malheureusement qui n'a pas été retenu par Mandip et les agences de financement. Et donc c'est là que Mandip a entamé une nouvelle réflexion sur le projet, parce qu'effectivement, comme la première en fait, proposition était surtout nationale, elle a voulu éteindre le projet, que ce soit à d'autres langues, à d'autres nationalités, et elle a trouvé le financement Schistera, et donc, elle a pu monter le projet avec Sherifa Boukassem, donc voilà, et Tomasz aussi, qui est une équipe polonaise. Et Sherifa, d'ailleurs, je vais te laisser la parole pour expliquer le montage du projet. Merci. Est-ce que tu peux juste passer à la slide suivante, si ça Ah te... oui. Ouais, il n'y a pas de souci.
Euh, alors oui, c'est exactement à ce moment-là que Mandip m'a contacté, a contacté l'équipe polonaise avec les collègues britanniques, avec une double ambition. La première est fondamentalement liée à la science ouverte, c'est-à-dire cette nécessité d'intégrer dans le projet une dimension science ouverte relative aux données, sciences ouvertes relatives aux publications relatives à ces données-là, aux résultats de la recherche hein, en tant que telle. Et puis, je dirais sciences ouvertes aussi en termes de transmission des savoir-faire vers les jeunes chercheurs, puisque au sein du projet Judges, il y a vraiment cette dimension de early career researcher qui est à laquelle les agences de financement sont très attachées. Et donc, c'est à ce moment-là que Mandy m'avait contacté sur LinkedIn. Hein, on en parle très régulièrement avec beaucoup d'humour. On ne s'est jamais rencontré dans un colloque ou quoi que ce soit. Elle a fait des requêtes, en fait, des recherches bibliographiques. Et manifestement, les travaux que j'avais pu faire autour des jeunes chercheurs et de la science ouverte lui ont permis d'identifier mon profil. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons eu une première réunion avec les collègues oui, britanniques et polonais, avec une discussion vraiment sur d'abord l'importance de l'interdisciplinarité qui doit se faire au sein du projet, entre fondamentalement quand même trois grandes disciplines, grandes disciplines qui est l'informatique, le droit, la psychologie et les sciences de l'information avec qui porte la science ouverte, et puis des problématiques d'agences de financement au sens où chacun de nos pays était éligible à une agence de financement nationale qui allait être rattachée au programme Schistera. Et la discussion a pu se faire de manière extrêmement conviviale, extrêmement efficace, extrêmement rapide, avec une détermination à accompagner Mandip dans sa vision autour de ce projet, à rendre sa vision concrète dans une réponse à appel à projet et à tenir une deadline qui était à tenir avant la fin de l'année. Voilà. À toi la parole, Oui, Candice. bien sûr. Euh, donc, pour vous présenter donc concrètement maintenant le projet Judges, donc les objectifs, il y en a donc plusieurs, mais il y a un objectif quand même qui est principal, qui est de développer un outil qui soit open source. Donc vraiment, comme en fait le disait Sherifa, la question d'ouverture, de transparence et de reproductibilité est vraiment au cœur de ce projet-là. Parce que ça tient à cœur à Mandip évidemment, et à nous tous aussi dans le projet. Donc voilà, de développer un outil ou des outils open source qui peuvent permettre à la communauté de chercheurs juridiques d'utiliser un outil qui leur permette d'analyser des données, d'extraire des données et sur des prises de décision judiciaires, dossiers, jugements tribunaux de première et deuxième instance de différentes juridictions. Et donc le projet effectivement est sur des juridictions donc soit polonaise ou Angleterre et Pays de Galles, donc plutôt britannique ou polonaise, en utilisant donc le polonais et l'anglais pour les bases de données. Il n'y a pas le français encore, puisque nous, en sciences de l'information et de la communication, nous n'avons pas les capacités dessus. Mais voilà. Et donc, au-delà de cet outil, c'est aussi la mise à disposition des jeux de données, l'ouverture des méthodologies, des jeux de données qui ont été encodés aussi par les humains. Euh, voilà, la méthodologie, le code et vraiment tous les aspects qui pourraient être nécessaires à la compréhension et la réutilisation de notre projet. Alors, du coup, une particularité de ce projet, c'est le financement Schistera, parce que Judges est donc un financement Schistera que Mandip avait pu monter. Judges est aussi le lauréat de l'appel de 2023 qui était Open and Reusable Research Data and Software. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2024, de 2 ans, qui prendra fin au courant de l'année 2026. Et la particularité de Schistea, donc, c'est qu'il finance des projets plutôt multidisciplinaires.
Donc c'est pour ça que de notre côté, on est trois partenaires avec des disciplines vraiment distinctes et où ils ont une politique de sciences ouvertes qui est bien établie avec enfin, un comité de direction, un Open Science Board qui prennent des décisions et qui cultivent vraiment la science ouverte au sein des agences de financement, soit de par en fait des recommandations, des politiques, des partenariats. Et même récemment, donc, ils ont créé des ambassadeurs sciences ouvertes aussi, qui se réunissent et qui, bon, après, soit aider les partenaires des autres projets, soit aussi créer des livrables, recueillir les besoins, etc., pour développer la science ouverte le plus efficacement possible par des chercheurs et pour les chercheurs. Et donc, notre projet qui a une particularité, on va le voir un peu plus tard, d'avoir un work package dédié à la science ouverte. Ce côté-là a été plutôt salué au sein du projet et dans l'évaluation du projet. Euh, voilà. Et l'ANR aussi, donc l'Agence nationale de recherche, fait partie donc, du board de la direction, donc des décisions qui sont prises dans cette agence de financement. Et ce que je peux dire aussi de plus, c'est que Schistera est un donc, programme de la Commission européenne qui participe à financer les projets voilà, disciplinaires et sciences ouvertes. Mais donc, pareil, il y a un début aussi et une fin. Je crois que d'ailleurs, le dernier appel a eu lieu l'année dernière. Mais voilà, ça va peut-être toucher à ça. Hop. Alors, je te laisse la parole dessus, Sherifa. Alors, comme vient de le dire Candice, hein, l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité du projet des programmes Schistera est un attendu réel. Et dans notre cas, nous avons d'emblée, dans la réponse de l'appel à projet, montré comment nous souhaitions euh, construire notre interdisciplinarité autour des objectifs du projet qui ont été rappelés par Candice. Alors, je voudrais vraiment revenir sur cette dimension-là qui est vraiment importante parce qu'elle nous occupe d'emblée d'ailleurs au quotidien puisque nous avons des informaticiens et dans les informaticiens du projet, ce ne sont pas les mêmes informaticiens côté Pologne et côté Grande-Bretagne. Ils ont beau être dans la même discipline, eh bien, on voit bien que ce ne sont pas toujours les mêmes écoles de pensée, qu'ils ne se comprennent pas toujours et que les approches sont très différentes, croyez-nous, entre ce qui se fait chez nos collègues à Wrocław en Pologne et nos collègues de Londres en Grande-Bretagne. Il y a Mandip, la psychologue, qui a une excellente connaissance du domaine du droit, puisqu'elle y a travaillé depuis plus de 20 ans, comme le rappelait Candice. Et puis, le droit en tant que tel, hein, comme domaine à part entière, même si on le prend avec le périmètre restreint du projet, qui est une discipline particulière, comme vous le savez, qui n'est pas d'ailleurs la discipline la plus connue pour des pratiques d'ouverture développées. Et puis, nous-mêmes, en sciences de l'information, avec cette approche science ouverte, et très rapidement, nous nous sommes retrouvés dans une double situation. Alors, d'abord, souvent à faire médiation documentaire, et même parfois médiation scientifique. Médiation documentaire, puisque c'est le propre de notre travail, mais médiation scientifique aussi, puisque nous sommes celles qui avons le plus d'échanges avec les uns et les autres. Nous avons des réunions avec les collègues de Pologne, nous avons réunions avec les collègues britanniques, nous avons des réunions avec Mandip en tant que tel, parce que parfois on revient à celle qui a eu l'idée, vraiment l'essence même du projet scientifique. Et donc, nous travaillons beaucoup à faire en sorte qu'une même vision puisse être portée pour le travail qui est à faire. Et puis, un levier, notre travail en tant que Work Package Sciences Ouvertes, c'est aussi un levier pour la production de consensus, puisque une fois qu'on arrive à s'assurer à travers notamment la médiation documentaire, mais pas seulement, que tout le monde est d'accord, eh bien, ça nous permet de définir ou redéfinir selon les tâches qui sont à accomplir. Et donc, nous sommes souvent en rappel de ce qui doit être fait, de ce qui doit faire consensus entre nous et de ce qui est attendu par
le programme de recherche et l'agence de financement. D'ailleurs, Mandip est souvent aussi, et c'est celle qui est sans doute la plus attentive d'ailleurs à ce travail-là. Et on n'hésite pas d'ailleurs à échanger avec elle, y compris par des réunions en aparté. Mais c'est vraiment une position que nous n'avions pas anticipée, clairement, mais qui est celle du projet, qui est la nôtre, en tout cas au sein du projet, au-delà de notre travail au sein du Work Package. Et autour de cet enjeu-là, qui me semble important à partager avec vous et qui nous occupe, Candice et moi, au quotidien, avec moult notes et détails et échanges que nous avons, ça me rappelle, ça me semble important de le rattacher à des travaux autour de ce qu'on appelle une approche diplomatique de la science ouverte et en l'occurrence des données, que vous pouvez d'ailleurs très bien retrouver, très bien expliqué dans l'appel à articles de Anne Léman, pour la revue des enjeux de l'information et de la communication, elle-même s'appuie sur les travaux de Boyd, publiés en 2019 sur cette approche diplomatique de la science ouverte, de l'ouverture de la recherche en tout cas, qui prend en compte la diversité des acteurs, vraiment dans la grande diversité et la grande pluralité des acteurs engagés dans des processus d'ouverture, que ce soit des acteurs individuels, institutionnels ou moraux, la diversité des stratégies, des intérêts et des objectifs que ces acteurs peuvent avoir et tout ce qui justement les amène à discuter, négocier, céder, obtenir sans rapport de force, ou alors lorsqu'ils sont là, en tout cas, ils sont extrêmement policés et ils se nouent véritablement dans la négociation autour d'un travail que l'on doit faire ensemble, qui nécessite beaucoup de diplomatie. Et je peux vous dire que Candice et moi, on déploie beaucoup d'énergie autour de cette approche diplomatique que nous avons découvert et que nous n'avons absolument pas inventé, d'autant plus que les échanges se font en anglais, puisque c'est la seule langue qui nous permet de communiquer tous ensemble. Et donc, on déploie moult trésors de diplomatie pour que tout fonctionne. À toi la parole, Candice. Euh, ah bah, enfin, je remarque que j'allais conclure là-dessus, mais on peut passer à la deuxième partie. Euh, alors, donc voilà, suite à cette présentation, la contextualisation du projet Judges, on va rentrer un peu plus dans ce qui nous anime et ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, ce qui est donc négocier donc l'ouverture d'un Judges, donc faire, produire, observer et s'observer, avec une mention spéciale pour ce titre puisque c'est Sherifa qui l'a trouvé, notamment le s'observer, c'est-à-dire qu'on a pris un peu du recul par rapport à notre projet, les échanges qu'on a avec les collègues pour s'observer et voir la science ouverte en train de se faire donc dans notre projet, donc vraiment une dimension un peu surplombante de notre travail, pour avoir une réflexivité, une remise en question un peu aussi. Alors, je te laisse la parole là pour le coup sur le work package dédié à la science ouverte, puisque tu étais là Ouais, merci, sans Candice. moi. Oui, tu n'étais pas encore là, Non. mais je ne pouvais pas espérer mieux puisque tu es là désormais. Donc effectivement, le projet a été fait, alors très essentiellement David Winbridge, Thomas et moi-même, et Mandip, bien entendu. Et la première étape de négociation de la science ouverte, c'était justement que la science ouverte ait un work package à part entière et qu'elle ne soit pas un ensemble de tâches qu'on retrouve dans les différents work packages du projet. Alors, à cette proposition, Mandip Dami a adhéré immédiatement. C'est-à-dire que, on va dire que ça a été une négociation très facile. Et la deuxième étape de cette négociation, c'est que le Work Package Sciences Ouvertes puisse bénéficier d'un financement autonome. C'est-à-dire que
Nous avons un financement qui d'ailleurs a permis de recruter une ingénieure de recherche, un financement qui nous permet d'aller à des conférences, de financer des missions, des workshops, voilà. C'est-à-dire une totale autonomie et une totale équivalence en termes de budget qui nous a permis dès le départ d'être des acteurs au même niveau, je dirais, que les autres acteurs qui chacun a un work package. Voilà. Alors, en sachant que le work package 1, qui est un work package de gestion de projet, là pour le coup, il est assez transversal et on y contribue tous, même si c'est Thomas en Pologne qui le gère. Mais les autres work packages sont britanniques et polonais. Et donc, pour nous, en France, nous avons ce work package où nous sommes maîtresses en notre domaine. À toi la parole, Ouais. Candice. Et oui, alors pour compléter sur la répartition des work packages, donc le work package 1 est porté pour le coup par Tomasz, donc plutôt l'équipe polonaise, même si c'est Mandip qui a l'initiative aussi de tout cela. Le work package 2 donc, concerne vraiment la collecte et l'encodage des données qui serviront après plus tard à l'outil. Ce work package-là a été finalisé et donc pour le coup, il y a des work packages à la fois côté britannique et côté polonais. Donc vraiment avec des informaticiens des deux côtés et pour des données qui sont plus ou moins différentes parce que bah, c'est pareil, ce ne sont pas les mêmes lois aussi, les mêmes bases de données non plus, les mêmes contenus dans les documents juridiques et les mêmes structures aussi. Il y a ces dépendances-là, donc c'est pour ça que à la fois donc les collègues polonais et les collègues britanniques travaillent ensemble, mais travaillent aussi de manière individuelle sur leurs données et leur schéma d'encodage et tout cela. Et donc le Work Package 3, là, lui pour le coup, sert à... Enfin, le Work Package 3 est surtout là pour le développement pardon, de l'outil open source avec les méthodologies donc, de traitement automatique de langue et de la méthodologie Human in the Loop qui est en cours pour le moment. Et au sein aussi du Work Package 4, c'est vrai qu'on agit à la fois sur le bon déroulé, enfin, comment dire, l'application des pratiques de sciences ouvertes tout au long du projet, notamment dans la publication des données, l'utilisation de documentation claire et éclairée qui correspond au principe FAIR, et aussi à la circulation de la science ouverte pendant le projet, enfin, entre les partenaires qui est d'ailleurs peut-être un des verrous qu'on expliquera un peu plus tard. Euh, et également, enfin comme dans le titre du Work Package, concernant les jeunes chercheurs, c'est-à-dire que à la fin du projet, une fois que l'outil sera finalisé, avec pour objectif en fait de permettre aux jeunes chercheurs d'utiliser notre outil, de s'approprier cet outil-là, pour qu'ils puissent de leur côté faire leurs recherches en droit. Et donc, ça sera par l'animation euh, soit de webinaires, formations ou directement de conférences. Et donc, là, donc voilà, pour continuer sur la singularité du projet, donc c'est une représentation de l'articulation en fait des disciplines. Donc on a vraiment la psychologie et le droit dont on évoquait tout à l'heure, qui est vraiment porté par les collègues de l'université de Middlesex à Londres, notamment vraiment David et Mandip. Le côté informatique, vraiment machine learning, avec une culture bien particulière. Et là, pour le coup, ce sont les collègues de l'université de Wrocław et l'ACP Sciences Ouvertes, qui est portée par l'université de Lyon 1, partagée quand même avec Mondib qui a certaines notions et une vision vraiment aussi sciences ouvertes de par sa discipline et qui arrive en fait à voir sur quels éléments on peut appuyer de la science ouverte sans que la science ouverte puisse être discutée ou qui même nous aide et appuie en fait nos réflexions avec Sherifa lors des réunions où on se heurte parfois enfin, aux mentalités entre guillemets des informaticiens. Et donc ça permet d'avoir une collaboration vraiment tous ensemble et de créer un dialogue pour être et qui soit compréhensible vraiment par les uns et les autres. Ce qu'on retrouve aussi dans ce projet, enfin, c'est la vision qu'on peut avoir après là maintenant un peu plus d'un an de discussion avec les collègues, c'est que même si on a un work package de sciences ouvertes que nous on apporte en tant que français, que Sherifa apporte aussi en tant qu'experte, au sein du projet et dans les différentes disciplines, il y a des pratiques de sciences ouvertes, mais qui sont
implicites pour les chercheurs qui les pratiquent. Et c'est notamment le cas des informaticiens, donc la communauté plutôt en machine learning, qui ont des pratiques vraiment de sciences ouvertes, et notamment sur les données, la mise à disposition des données. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, je suis arrivée en fait un peu 6 mois après le début des projets. Les collègues avaient déjà commencé la collecte des données dans les bases de données, l'analyse de données, avaient déjà anticipé un peu la publication. Et c'est vrai qu'en discutant avec eux, notamment pour la rédaction du plan de gestion des données, j'ai pu euh, vraiment comprendre un peu leur culture et leurs pratiques. Et bah, c'est vrai qu'en fait, en informatique et en machine learning, le but est quand même d'ouvrir les données, de bien les documenter pour qu'elles soient réutilisées. Et on a déjà de la documentation dessus qui euh, est partagée par la communauté. Je pense notamment à Tiny Djebru qui a écrit sur donc Datasheet for Dataset, qui est vraiment une typologie de documentation de données qui permet d'être exhaustif et qui permet aussi d'avoir plus de transparence, ce qui est nécessaire en machine learning, pour avoir aussi de la reproductibilité, que les données puissent être réutilisées avec le niveau d'information suffisante. Et il y a aussi l'article de Pushkarna, donc là qui est lié directement à la plateforme Hugging Face, qui est largement utilisée par les collègues informaticiens en machine learning. Donc qui fait aussi écho au datasheet présenté par Gebru, avec notamment une documentation en dataset cards, donc qui est utilisée pour le projet Judges pour tous nos jeux de données, qui sont également ouverts. Et donc ces pratiques-là, elles peuvent sembler évidentes d'un point de vue de sciences ouvertes, mais pour les collègues, ce sont vraiment des pratiques qui sont normales, quotidiennes, et donc ne peuvent pas enfin c'est pas ne peuvent pas, mais ne les valorisent pas en tant que telles comme de la science ouverte. Et donc voilà, ouais, ce sont des pratiques qui ne sont pas forcément évidentes pour eux, de par donc l'utilisation des plateformes Hugging Face, GitHub, l'ouverture, la documentation des données et du code. Euh, et donc voilà, donc ils ont en fait un principe d'ouverture par défaut. Et j'ai ajouté principe d'ouverture par défaut, mais comment? Parce que dans la documentation et sur Hugging Face, en fait, ça va enfin, ils vont avoir une documentation qui va être plutôt assez claire et assez bien décrite. Et là où, par contre, il peut y avoir un manque d'ouverture et de transparence, c'est parfois entre collègues au sein du projet, c'est-à-dire qu'on va avoir les données qui sont documentées sur Hugging Face, mais retrouver en fait du dialogue avant la publication des données sur Hugging Face avec bah, leurs collègues en France ou leurs collègues euh, enfin, en Angleterre ou à Londres, et ben c'est là où il va y avoir un petit, pas un petit souci, mais une rupture, dans le sens où ils ne vont pas communiquer instinctivement à l'intérieur du projet, mais plutôt à l'extérieur du projet de leur côté. Si on continue sur donc les pratiques de sciences ouvertes, pour le coup, dans la communauté donc de Mandip, qui est plutôt Psychology and Law, donc c'est vraiment tout ce qui va être les chercheurs en psychologie, en droit confondu. euh, Ce sont des communautés où la science ouverte est moins ancrée dans la pratique. Elle peut être reconnue enfin, elle est reconnue en tant que telle, mais pas connue de tous les chercheurs, notamment ça dépend des disciplines scientifiques. C'est vrai que pour le coup, en psychologie, avec donc, la crise de la réplication qu'il y a eu, maintenant, ils sont beaucoup plus enclins à parler d'ouverture de méthodologie, mais en droit, c'est vrai que beaucoup moins. Et dans deux études qui reprennent ça, donc de 2023 et notamment celle de Fessinger de 2025, où effectivement ça a été une enquête à travers toute cette communauté de chercheurs. Et les résultats montrent que les chercheurs sont très enthousiastes à l'égard de la science ouverte. Et ils trouvent que ce concept-là est quand même très très positif pour leur recherche, la réutilisabilité. Mais dans les pratiques, il y a moins de la moitié d'entre eux qui l'appliquent. Et donc, la plupart du temps, ils l'appliquent plus dans la publication en libre accès, qui est acceptée. Ils utilisent aussi les préenregistrements, qui est typique de ces disciplines-là, notamment en psychologie et, voilà, et en droit. Et l'ouverture des données arrive à peu près en troisième position, mais ça reste moins de la moitié des répondants.
et dans leur pratique et enfin culture plutôt de la science ouverte. Alors, on voit pas exactement tout le logo, mais c'est vrai que les psychologues ont donc un dérivé de archive qui est PsycArchive, donc là où ils mettent justement tous les pré-enregistrements, les rapports enregistrés avant publication, donc où ils développent leurs questions de recherche, leur méthodologie pour plus d'ouverture. Et ils sont également, enfin, ils utilisent beaucoup Open Science Framework, qui est le logo le plus en haut bleu et gris. Voilà, pareil, pour partager ce qui est plutôt préprint question de recherche et ce qui anticipe, entre guillemets, leur méthodologie qui sont la plupart du temps mixtes. Donc voilà, donc entre la communauté du machine learning et entre les communautés psychologie et l'eau, ce sont vraiment des manières de fonctionner qui sont complètement différentes de par les pratiques, la culture, leur connaissance de la science ouverte et leur application dans les communautés. Et même dans une question de plateforme, ils n'utilisent absolument pas les mêmes plateformes, ce qui est aussi logique. Sherifa, si tu veux compléter. Non, c'est parfait. Alors, tu veux commencer là-dessus ou je... Ouais, je vais commencer Vas-y. et je te laisse très volontiers la parole parce que je pense que nos deux témoignages vont être très, très complémentaires. Je voudrais dire que j'aime beaucoup cet intitulé, le coup d'entrée de la science ouverte dans un projet interdisciplinaire qui est celui de Candice Fillot, parce qu'on a très régulièrement l'occasion d'en discuter et je trouve que cette formule de coup d'entrée encapsule parfaitement le travail que l'on essaye de faire, qui n'est pas facile et qui montre, entre guillemets, à la fois la difficulté, mais aussi l'opportunité que l'on peut et la satisfaction que l'on peut vivre. Donc, c'est pour moi quelque chose qui peut même à un moment donné être utilisé comme un concept. Euh, alors, Candice vient de très très bien expliquer à la fois l'implicite mais justement l'implicite des pratiques de sciences ouvertes, mais justement c'est un implicite qui ne se nomme pas. C'est-à-dire que on vient nous avec un jargon sciences ouvertes, avec une terminologie stabilisée, avec un glossaire quasi standardisé mondial, tout ce que vous voulez, et eux viennent avec des pratiques qui relèvent complètement de leur travail de recherche. Et du coup, il n'y a pas de concordance entre ce que nous nommons et ce qu'ils font. Et donc, parler la science ouverte est véritablement une difficulté parfois, puisque on parle de la même chose mais sans se comprendre. Donc, il y a eu des ajustements nécessaires à faire. Toujours en lien avec ce que Candice vient d'expliquer, il y a les cultures scientifiques, mais aussi, je dirais, les cultures scientifiques lorsqu'elles sont dans deux univers géographiques et politiques différents, avec à la fois la culture du pays, la culture institutionnelle, les politiques de la recherche qui sont associées aux pays concernés. Et ça peut aller jusqu'à la culture des agences de financement, parce que typiquement, quand on est amené à parler budget ou extension du projet, etc., on voit bien que les trois agences de financement ne fonctionnent pas de la même façon. Ce qui est évident pour l'ANR ne l'est pas pour UCRI en Grande-Bretagne, qui d'ailleurs ne fait pas, enfin voilà, qui ne fonctionne pas de la même façon, et encore moins pour l'agence de financement polonaise. Et toutes ces différences ce sont des aspérités qui peuvent être gommées, bien entendu, mais qui interviennent beaucoup dans les discussions, dans les réunions que nous avons. Et puis, quelque chose, encore une fois, qui est fondé sur le propos de Candice et qu'elle complétera, les cultures méthodologiques disciplinaires. Ce qui me permet d'ailleurs, par exemple, de dire que nos méthodologies, nos concepts, nos questionnements de recherche ne sont pas toujours compris par tout le monde, puisque dans le Work Package Sciences ouvertes, il y a à la fois, je dirais, l'ingénierie et l'épistémologie, et ça me rappelle, nous ramène au parcours de master du master IMST dont Léo et Candice sont diplômés. Il y a l'ingénierie en tant que telle, le travail autour d'une ingénierie véritablement de médiation documentaire de la science ouverte, mais il y a l'épistémologie, c'est-à-dire les questions de recherche
bottom-up qui interviennent en observant ou en s'observant et qui nous amènent à nous poser des questions de recherche fondamentales autour de la science ouverte. Je te cède la parole, Candice. Mm. Ouais. Et pour compléter, donc c'est vrai que ce coup d'entrée, je l'ai trouvé parce que ça peut être en fait un coût en termes d'effort, de temps, d'appropriation en fait des différentes cultures et champs disciplinaires. Et c'est ce qu'on a dû faire pour pouvoir communiquer avec les collègues et les aider et les appuyer d'un point de vue sciences ouvertes, parce qu'on a vraiment deux disciplines, donc le machine learning et l'informatique, avec donc les pratiques de sciences ouvertes qui sont assez établies sur différents aspects. Et donc psychologie and law, donc psychologie et droit aussi, qui était celui de Mandip. Et c'est vrai qu'on a dû, donc avec Sherifa, s'approprier ces disciplines-là, aller chercher nous-mêmes quelles étaient les pratiques de sciences ouvertes dans les cultures, observer nos collègues aussi, pour pouvoir être les plus à même de leur faire des recommandations, de dialoguer avec eux et d'amplifier la transparence aussi de notre projet. Et là aussi, ça a été un coup d'André. C'est vrai que c'est en fait donc les pratiques de sciences ouvertes des collègues n'étaient pas valorisées en tant que telles parce qu'elles répondaient donc à des logiques implicites. Et ça s'est vu même en fait dans la rédaction quand il y avait, quand on rédigeait parfois des articles, les aspects de sciences ouvertes étaient pour nos collègues polonais, étaient cantonnés aux aspects éthiques du projet. Et donc, la valorisation de leurs données, de tout leur travail de documentation, de transparence, etc., n'était absolument pas visible non plus. Et pour revenir, donc oui, au coup d'entrée, c'est vrai que donc, ça a été une adaptabilité aux différentes cultures scientifiques, méthodologiques aussi, et aussi à la terminologie, parce que c'est vrai qu'au début, nos chercheurs, lorsqu'on leur parlait de sciences ouvertes et d'ouverture, il fallait qu'on se mette d'accord sur le périmètre qu'on entendait, l'accessibilité et tout le reste. Je te laisse continuer, Shafaa. Alors, rapidement, et toujours pour rejoindre le propos de Candice, hein, on s'est retrouvés, comme je vous le disais, dans des dialectiques épistémologie versus ingénierie ou et ingénierie. Et autour de cette question-là, et toujours pour reprendre la notion de diplomatie des données, de la science ouverte, ce qui était intéressant, c'était de voir comment il a fallu au début, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais euh, s'assurer de la légitimité de notre discipline et du champ de recherche de la science ouverte euh, comme un champ tout aussi légitime que les autres collègues chercheurs. C'est-à-dire que la notion de stewardship qui est souvent utilisée dans la science ouverte, voilà, était importante en tant que work package, mais elle ne devait absolument pas s'étendre à nos propres questions de recherche au sein du work package et au sein du projet. Et de fait, ce que j'avais pu négocier au moment du montage du projet, c'est-à-dire à la fois un budget autonome et une équipe autonome, euh, et qui avait été aussi pensé dans l'idée qu'il y aurait sans doute des questions de recherche qui émergeraient, auxquelles je ne pouvais pas m'attendre, et qui ont pu être traitées, que nous traitons Candice et moi actuellement, eh bien, étaient tout aussi importantes que des questions de recherche en psychologie en, euh, et en Informatique. informatique. Voilà. Et de fait, ça me semble être un élément important parce que bah, les champs la recherche est un champ de lutte, pour reprendre une expression que vous connaissez sans doute avec les travaux de Pierre Bourdieu, et que dans la lutte qui était là, c'était pas les disciplines les unes contre les autres, mais c'était une lutte pour s'assurer que notre discipline et notre champ de recherche soit symboliquement aussi important que les autres. Voilà. Donc, et peut-être, peut-être Candice, tu peux dire un mot de cette expression, de cette phrase de Mandip à Oui, c'est Candice. vrai. C'est une phrase que Mandip a énoncée lors d'un webinaire pour expliquer en fait comment la science était en train de se faire aussi au sein du projet Judges. Donc, Judges is a case study in how to do open science and we are guinea pigs. Donc,
C'est vrai que c'est en fait le projet de Judges est un cas d'étude sur comment la science ouverte est en train de se faire au sein du projet et nous sommes en quelque sorte cochon d'Inde ou rat de laboratoire, si je puis dire. Donc nous sommes en phase test pour ce projet avec le work package de science ouverte dédié. Et on a bien aimé cette citation. C'est pour ça que je me devais de la remettre ici. Alors, si on rentre dans les pratiques donc, de sciences ouvertes qui sont bien adoptées maintenant et donc enfin, obligatoires de par les enjeux de financement, forcément, au sein de notre work package, nous sommes en charge de la rédaction du plan de gestion de données donc, tout au long du projet, du début à la fin. Donc, nous sommes mis d'accord sur, au début, à peu près tous les trimestres jusqu'au plan de gestion des données finales. Et pour le coup, c'est vrai on le fait avec Sherifa, mais je suis en première ligne sur la rédaction de ce plan de gestion des données. Et notre agence de financement, donc Schistera, a donc une politique très particulière vis-à-vis du plan de gestion des données, enfin que j'ai en tout cas trouvé particulière, puisque étant habitué à rédiger des plans de gestion de données, que ce soit pour l'ANR ou pour d'autres projets, j'utilisais principalement notre outil national, donc des DMP Opidor, avec lequel je suis familière depuis même le début en fait de mes études. Et donc, Schistera, pour le coup, recommande, voire, enfin, oblige, puisque c'est à caractère obligatoire, oblige l'utilisation de l'outil européen Argos. Donc que je ne connaissais, enfin que je connaissais avant ce projet, mais dont je n'étais pas pleinement familière puisque je ne l'avais pas utilisé pour la rédaction d'un plan de gestion de données. Donc le template est directement sur la plateforme, mais ça participe aussi au coût d'entrée en fait de la science ouverte puisque en étant obligée d'utiliser l'outil Argos, j'ai dû passer du temps sur la plateforme à m'adapter à l'outil, à m'adapter aussi au template, à l'ergonomie et à toutes les mises à jour qui ont été enfin, oui, mises à jour en fait au sein de ces années. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que euh, c'est un projet aussi particulier dans l'application des politiques sciences ouvertes, puisqu'on a l'obligation d'utiliser un outil de rédaction de sciences ouvertes. Euh, et là, ça a amené en fait à se questionner sur l'outil en lui-même Argos, notamment la pertinence aussi de l'outil et pourquoi on n'avait pas le droit en tant que chercheur aussi d'utiliser d'autres outils avec lesquels on pouvait être familier tout en utilisant le template Schistera. Et c'est là où je me suis rapprochée en fait de travaux. J'ai essayé de trouver des travaux qui évaluaient les outils de rédaction de plans de gestion de données pour avoir des éléments comparatifs entre tout ce qui existait et pourquoi Schistera avait choisi Argos comme outil de rédaction de plans de gestion de données notamment sur les motivations. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis tombée sur les travaux de Karina Becker, qui a fait une analyse donc, pour son institution, avec une évaluation des outils selon des critères proprement établis, et où Argos, pour le coup, n'arrivait pas dans les meilleurs classements en fonction de ces critères, et c'était plus des MP Tool, donc qui se rapportent à des MP Opidor, qui était entre guillemets le plus enclin à être utilisé par les chercheurs et le plus adapté à, à leurs travaux. Et même dans la rédaction du plan de gestion des données aussi, ce que je peux ajouter, c'est que même sur ça, en fait, on a des différences de culture aussi au sein du projet entre les collègues, puisqu'ils ne connaissaient pas non plus l'outil. Et c'est pareil, la rédaction a été faite en partie donc, par moi qui faisais des allers-retours avec les collègues, que ce soit sinon par Visio ou par d'autres outils que Argos, mais n'était pas pleinement utilisé par les collègues. Donc cette slide, c'est aussi pour vous montrer un petit peu comment se présente l'outil Argos et le modèle Schistera. Et pour également vous dire que les plans de gestion de données sont disponibles sur notre Zenodo, puisqu'une des particularités d'Argos, c'est son interopérabilité avec l'entrepôt de données Zenodo, donc qui fait partie aussi d'OpenAir et qui sont régis à peu près par les mêmes instances européennes, d'où l'interopérabilité de cet outil.
Chérifa, je te laisse la parole. Alors, ça nous amène à un des épisodes importants du projet et qui est en lien direct avec le, le- le propos d'aujourd'hui. C'est que il y a eu toute une période où les équipes d'informaticiens du projet s'attaquaient au verrou d'un point de vue technique et ne parvenaient pas à le déverrouiller pour reprendre cette image du verrou. C'est-à-dire que les travaux rattachés à leur work, les tâches, les activités, les travaux rattachés à leur work package n'arrivaient pas à atteindre les objectifs, en tout cas scientifiques, qui s'étaient donnés. Alors, durant cette période-là, alors ils ont avancé entre-temps, hein, mais durant cette période-là, eh bien, il n'y a pas les résultats, il n'y a même pas de résultats négatifs au sens où ça n'avance pas. Ils ne parviennent pas à produire quelque chose de satisfaisant et ce sont des tentatives qui se répètent et qui s'enchaînent les unes après les autres. Alors, cette période-là a été intéressante pour nous parce que, euh, d'une part, elle nous a permis de nous atteler à des questions plus théoriques, à lancer des enquêtes, à faire un travail que nous souhaitions faire. Donc, de ce côté-là, on ne se plaint pas. Mais de l'autre côté, notre travail dédié à la science ouverte dans le Work Package était, entre guillemets, suspendu. Ce qui nous a amené justement à se dire que quand il n'y a pas de science, enfin, on ne peut parler de science ouverte que quand il y a une science qui est produite d'une certaine façon, en tout cas une recherche qui avance et qui se fait. Alors, ça nous a amené aussi à réfléchir au discours qui accompagne la dimension institutionnelle de la science ouverte, c'est que c'est un discours qui présente toujours la science comme quelque chose qui avance, qui est toujours en progrès. C'est quand même quelque chose qui est toujours dominé hein, par l'idée le récit d'un progrès. Et nous, dans ce projet-là, on a vu justement comment, quand le progrès n'est pas là, que la science est en panne, d'où ce pictogramme du chantier, voilà, en panne, en travaux, eh bien, ça n'avance pas. La science ouverte ne peut pas avancer non plus. Et surtout, ce n'est pas la science ouverte elle peut aider lorsque le workflow de la recherche fonctionne, mais quand il est en panne, elle ne peut pas aider plus que ça. Elle fait son travail, mais elle ne produit pas de résultats en tant que tel pour la recherche qui est menée. Euh, la- on a aussi pu observer le fait que l'importance et la puissance des conventions, des pratiques, des normes sociales au sein des communautés, y compris lorsqu'elles sont géographiques, euh, amènent la science ouverte à se conjuguer très différemment d'un pays à l'autre, d'une discipline à une autre. Alors, je n'invente rien, mais là, concrètement, on l'a vu parce que ce qui était intéressant, c'était de voir justement comment en informatique, parce qu'on est sur des pays extrêmement différents, y compris dans l'organisation de la recherche elle-même, eh bien, ce n'est pas pareil. Et puis, ce qui était intéressant aussi, dans ce moment d'expectative, c'était de voir à quel point finalement le verrou était technique et technologique et que c'est ce verrou technologique finalement est entré en jeu pour produire du progrès, entre guillemets, et puis, comment il devient d'une certaine façon, et particulièrement dans notre projet où la question de l'IA est très, très présente hein, chez les informaticiens, devient un levier de régime de preuve et que c'est l'incorporation même de cette technologie qui devient le levier du régime de preuve. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous a beaucoup occupé et qui a beaucoup nourri nos réflexions et je dirais la dimension épistémologique de la science ouverte qui est présente dans ce projet. À toi la parole, Candice. Oui, j'enchaîne.
Alors, donc, pour rebondir donc sur les verrous aussi mentionnés, donc c'est vrai qu'au sein de Judges, donc, on a une thématique qui est voilà, pionnière en recherche d'avancée. Et Judges mêle beaucoup de sujets différents, que ce soit des sujets, enfin, des sujets méthodologie verrous en informatique, comme vient de l'énoncer Sherifa, que ce soit aussi bah, l'ouverture de la science dans des disciplines où la science n'est pas encore ancrée, que ce soit donc voilà l'utilisation d'outils et l'imposition d'outils comme Argos dans les agences de financement, donc les relations aussi politiques qu'il y a. Et donc on a voulu créer un séminaire mensuel pour permettre en fait euh, de, de se faire rencontrer des experts un peu dans tous ces domaines que rassemble le projet Judges pour dialoguer autour de ces différentes thématiques et avoir des chercheurs et des expériences qui ne sont pas aussi que français, plutôt européens, voire internationaux, euh, pour voilà, créer une espèce de mouvance et de partage pour aboutir à des réflexions partagées. Et donc, ce séminaire, donc, il a permis de faire de la recherche et du repérage hein, de personnes qui étaient basées sur la littérature scientifique, en fait, qu'on avait. Donc, soit pour s'acculturer sur des méthodologies de sciences ouvertes, soit pour s'acculturer dans les différentes disciplines, méthodes et autres. Et on a trouvé donc des experts et des chercheurs qu'on a invités en séminaire pour qu'ils nous parlent de leur expérience ou d'un point lié à Judges qui nous intéressait. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a invité des collègues qui travaillaient donc en France sur des projets similaires sur certains aspects aussi à Judges. Donc, je pense notamment aux collègues de Grenoble sur le projet JAD et aux autres collègues de Lyon, notamment Isabelle Seine, qu'on a invité pour le projet e-Juris. Je te laisse la main pour le résultat. Alors, j'y vais où tu y vas, c'est comme Ah, tu vas-y, veux. je te laisse la main pour le résultat. En sachant que voilà, c'est vraiment ce qu'on a travaillé ensemble, Candice et moi. Hein. Si on peut parler, et nous arrivons à la fin de notre propos, hein, de résultats, hein, je dirais intermédiaires de la science ouverte, je pense que cette représentation est véritablement appropriée au sens où elle aborde les choses en termes d'échelle et de on peut même aller à une espèce de stratification, c'est-à-dire que on a d'abord le type de résultats qui sont encore intermédiaires, parce que le projet n'est pas fini, les attendus des agences de financement, tout ce qui est en lien avec, bien sûr, les rapports, le plan de gestion de données, l'ouverture des données, la disponibilité en open access des publications, etc., etc. Donc tout cela qui est en cours. Euh, il y a aussi des travaux actuellement avec des résultats intermédiaires autour qui se sont penchés, qui ont souhaité questionner la place et le rôle des agences de financement dans l'économie politique de la science ouverte, c'est-à-dire cette implication qui va au-delà des policies. Et du soutien à la science ouverte, mais qui va jusqu'à investir dans des plateformes spécifiques avec, avec une dimension obligatoire, hein, comme le disait très bien Candice tout à l'heure, et qui va au-delà des obligations des agences de financement nationales. Donc, c'est typiquement le cas de Schistera. Il y a aussi la question de l'usage. La question de l'usage, comme vous le savez, elle est importante en sciences de l'information et de la communication. Elle nous est chère. Elle est transversale d'ailleurs aux sciences sociales et elle pose l'enjeu de la place des plateformes, de ces plateformes dans les pratiques des chercheurs et notamment sur l'enjeu de la réutilisation des données. Et typiquement, un des verrous de la science ouverte aujourd'hui, c'est pas tant l'ouverture des données, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais la réutilisation même des données. Alors, on s'est aussi intéressé à la question de la question de la connaissance, des représentations et même des pratiques de la science ouverte par la communauté du droit. Ça a fait l'objet d'une enquête lors d'un workshop que nous avons organisé à Chicago avec Mandip. On a très très peu de travaux sur cette communauté, donc on a souhaité y contribuer.
Et puis, un travail aussi sur la manière avec laquelle justement nous pouvons nous aborder nous-mêmes comme des rats de laboratoire ou des cochons d'Inde, comme disait Candice tout à l'heure, à savoir comment on peut collaborer disciplinairement pour développer des méthodologies ouvertes. Et c'est peut-être l'aspect qui, il y a un coup d'entrée le plus important pour nous, parce que c'est vraiment les méthodologies des collègues informaticiens autour desquelles on se penche pour proposer des contributions d'ouverture. Donc, vous voyez, autour du work package et de notre contribution, il y a une dimension prismatique, hein, il y a l'échelle, mais il y a aussi la dimension prismatique qui nous permet de voir à quel point cette question d'ouverture dans un projet peut être riche et faire remonter des résultats absolument complémentaires les uns avec les autres. Je te cède la parole, Candice. On va toucher à la fin, puisque... Ah, peut-être sur l'ethnologie, je te laisse aussi. Je Alors, peux l'opportunité que nous a permis le CCSD nous a amené à nous interroger, puisque à force de s'observer, d'observer, de faire, on s'est demandé si on n'était pas en train de faire une forme d'ethnologie de la science ouverte, sans le savoir d'ailleurs, hein, voilà, c'est vraiment ce séminaire, ce webinaire qui nous a permis d'arriver à ce questionnement. Donc, on vous le doit. Et pour être tout à fait honnête, Candice et moi, on s'est un petit peu amusé à chercher s'il y avait des travaux sur une forme d'ethnologie de la science ouverte, mais on n'en a pas trouvé. Donc voilà, c'est quelque chose que nous partageons. Et à suivre, et là je cède la parole à Candice parce que le projet n'est pas fini Mhm. et j'espère qu'il y aura une suite à dire après. Mais je te laisse la parole, Oui. Candice. Oui, donc à suivre, c'est vrai pour le projet, où bien sûr, bah, on a des espaces sur Zenodo où on essaie de publier le plus largement en fait, de productions qui sont liées au projet, que ce soit présentation, article, transcription, traduction ou autre. À côté de ça, on a bien sûr donc les données qui sont ouvertes sur Hugging Face, et le reste arrivera aussi avec l'outil, bien évidemment, qui est en cours. Et également, on a donc les webinaires et le site web même du projet où enfin, où vous pourrez voir en fait les événements, les nouveautés et les publications qui sont en cours. J'ai une slide aussi de bibliographie, mais je ne sais pas si je... Et encore merci, bien sûr, Léo et Hélène pour l'invitation. Et Camille aussi pour la modération, pardon. Merci beaucoup, merci Sharifa, merci Candice pour cette brillante présentation, un sujet absolument intéressant. On tire un fil et toute la pelote qui se détricote. Moi, c'est marrant que vous parliez d'ethnologie à la fin parce que c'est directement ce à quoi j'ai pensé quand vous avez commencé à parler de votre projet. Je vous voyais en... Je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi, c'est le tram qui passe. Je vous ai tout de suite envisagé comme des ethnographes en fait au sein des ces différentes communautés scientifiques. Du coup, je vais me permettre d'abord une question avant tout le monde. C'est mon droit. C'est le privilège. Euh, euh, du coup, quand vous parlez d'ethnologie, est-ce que c'est plus disciplinaire ou géographique? Parce qu'il y a tellement de leviers différents dans la manière d'envisager la science ouverte quand vous en parlez. J'ai l'impression que c'est les deux au moins, parce que on voit, on voit bien comment culturellement on ne travaille pas de la même façon, hein. Candice complète, n'hésite pas parce que on en parle souvent. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Là, c'est plus vraiment une dimension, enfin, sur le projet de manière générale. Donc, ça englobe à la fois la discipline géographique et politique. Et je pense on peut pas dissocier dans notre projet, en fait, ces variables-là. Donc, oui, ce serait vraiment sur ces dimensions-là. Enfin, du projet Judges, en tout cas. Bien, on a hâte de voir la suite. Donc là, on a à peu près 20 minutes pour Je un temps partage. d'échange, de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses. On a déjà quelques questions qui sont parvenues au fil de la présentation. Alors tout d'abord, concernant les données. Donc comment parvenez-vous à accéder aux données des cours de justice, sachant que la majorité de ces données ne sont pas partagées en ligne?
Et de quel périmètre géographique sont ces données judiciaires? Alors, je me permets de répondre. Alors là, pour le coup, donc vraiment la collecte et analyse de données, ce sont par les équipes donc de voilà, Pologne et britannique. Toutes les informations bah, sont sur Hugging Face, si jamais je pourrais envoyer le lien. Et ça a été, je crois, bah, des verrous aussi au début du projet de trouver les bonnes bases de données. Ce sont des bases de données qui sont étatiques, donc la mise à disposition est vraiment faite par l'État pour chaque pays. Et je sais qu'il y a eu un gros travail sur voilà, bah, toute l'éthique et le droit, de savoir comment pouvoir réutiliser ces données. Et donc le détail des informations, elles sont vraiment donc, en ligne, mais je ne les aurai pas là maintenant. Je serai face, tu veux compléter. Est-ce que je peux mettre un lien peut-être? Ah non. Je pense aussi qu'il va falloir mettre toute votre Ouais, tous les liens, bibliographie. toute la bibliographie aussi, oui, 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 j'ai eu ça. pas mal de questions à ce sujet. Mais... Ah oui. Pouvez-vous expliquer en quoi consistent les schémas d'encodage? Alors ouais, les schémas d'encodage, donc ça enfin ça a été donc pour donc analyser en fait les textes juridiques. Donc de ce que Mandip expliquait, en fait, c'était analyser de manière linguistique des documents juridiques. Bon, donc pour ça, il faisait intervenir des experts et c'était donc enfin ça c'est utile aussi pour le notamment ça va être utile en fait pour le logiciel. Et donc c'était vraiment des experts et des chercheurs qui avaient utilisé en fait des schémas d'encodage différents, donc pour récupérer et extraire les informations des documents juridiques, donc que ce soit fait directement par les humains et les chercheurs pour avoir le maximum de précision, dans le sens où ils connaissent vraiment bien les sujets, les dossiers, pardon, et les jugements et arrivent avec un point de vue vraiment humain et non pas machine à récupérer les données. Et donc voilà, ça a été extraire les informations pertinentes, que ce soit par exemple date, enfin une date, le juge, euh, ouais, date juge, la raison pour laquelle la personne était jugée, la peine, etc., ou la ville, pour pouvoir après nourrir en fait le travail par les méthodologies d'intelligence artificielle et qui est vraiment un expert qui soit passé là au niveau de l'encodage avant que ce soit les machines. Donc c'est vraiment les schémas d'encodage servent enfin, à ça, pour l'analyse et l'extraction d'informations dans les documents et les données juridiques. Et donc, on a en fait, cette question était suivie d'une autre sur pourquoi les schémas sont-ils dépendants de différents systèmes juridiques liés aux données utilisées, et si vous aviez des exemples à ce sujet. Alors, des exemples. Enfin, je pense qu'on peut renvoyer, en fait, il y a toute une documentation, parce que c'est vrai que donc, ce sont nos collègues informaticiens qui sont en charge de l'encodage, et on a pour le coup des présentations, et on est en train de faire une transcription d'ailleurs d'une des présentations de Mandip qui explique vraiment pas à pas tout ça. Donc, je pourrais vous l'envoyer sur Zenodo, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises de mon côté et de fourvoyer son travail, mais en tout cas, je pourrais envoyer les liens. Très bien. Je comprends que ce soit des questions, enfin, les questions techniques sont souvent les plus souvent posées pour ce projet, ça c'est sûr. Et on espère pouvoir livrer un maximum de production et de détails pour que on puisse vous donner ces réponses. Alors, question un peu moins technique euh, pour poursuivre. Avez-vous intégré une clause de science ouverte dans les documents du partenariat de votre projet? Est-ce que cela a concerné la gestion de vos données, des données traitées et produites à partir des données juridiques? Et quid du code produit dans le projet? Merci d'avance. Enfin, Vous avez le détail des questions, sinon si vous voulez ah, lire vous-même dans le module questions-réponses. Alors, je vais répondre parce que c'est un côté très administratif, entre guillemets, hein, et gestionnaire du projet. Alors, le projet en tant que tel met la science ouverte comme une condition fondamentale et l'agreement, le document d'agreement entre les trois partenaires les trois agences de financement, etc., met des clauses d'openness partout. Donc, c'est un espèce c'est vraiment un élément de facto pour le projet, hein. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre précisément à la question, mais
C'est même une condition sine qua non. D'autant plus que c'est un programme Schistera où la science ouverte est fondamentalement un attendu des projets. Les programmes Schistera attendent des projets qui puissent faire progresser la science ouverte en termes de pratique et de recherche. Merci, Sharifa. Donc, concernant vos outils, concernant les outils de développement, qu'ils soient collaboratifs comme GitHub ou de traitement comme Hugging Face, est-ce qu'il y a eu des discussions et s'agit-il d'outils de science ouverte? Très bonne question. Alors, en fait, ce sont des... tu me coupes, Sherifa, bien entendu, Oui, il si, n'y a pas de souci. mais c'est vrai que ce sont des outils où il n'y a pas eu forcément de discussion en fait sur l'utilisation. C'est vraiment l'équipe de Wroclaw qui a utilisé ces outils parce que qui a l'habitude d'utiliser ces outils. Et en étant arrivé plus tard dans le projet, ben, en fait, ces outils étaient déjà en place, donc il n'y a pas eu de discussion. Et c'est justement dans une réunion, on était entre tous les partenaires, c'est ce qu'on disait, il y aurait dû avoir des discussions sur les outils qu'on en place et les outils à utiliser. Il y en aura pour l'archivage, en tout cas, du code, des données et tout ça, ça de manière sûre et certaine. Mais non, c'est des outils qui n'ont pas été discutés puisque utilisés au tout début du projet. Chérifa, je te laisse compléter. Oui, si je peux me permettre de compléter, parce que là, c'est exactement ça. C'est vraiment un complément qui est un petit peu un pas de côté d'ailleurs du projet. C'est que je pense que même s'il y avait eu discussion, ils auraient continué à utiliser ces plateformes qui sont des plateformes utilisées par l'ensemble de la communauté des informaticiens. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et là où je vais avoir recours aux travaux de Amelia Hacker, qui travaille sur ces questions-là et qui vient de publier un énorme ouvrage tout récemment, hein, juste avant l'été, sur ces questions-là, c'est que ces plateformes-là, qui sont des plateformes de sciences ouvertes, ont été rachetées, ont changé de modèle économique, ont été traversées par des régulations, entre guillemets, socio-économiques, qui font que on peut se poser la question du statut de l'usage de ces plateformes dans des pratiques de sciences ouvertes, parce qu'elles sont soumises à des régulations de conglomérats technologiques et privés. Je vais donner un exemple, c'est qu'au moment où, entre le moment où le projet a commencé et aujourd'hui, Overleaf n'est plus l'outil gratuit qu'on utilisait encore il y a quelques années, même pas 2 ans, hein, voilà. Et donc, Hugging Face est soumis à cela également. Et de fait, euh, il s'est passé beaucoup de choses entre le début du projet et je dirais même le moment où on a rédigé le projet, hein, donc en 2023, et aujourd'hui, le statut même de ces plateformes-là a changé. Alors, c'est un des éléments d'ailleurs qui a nourri notre réflexion sur l'analyse des plateformes, hein, de la place des rôles des plateformes en sciences ouvertes, parce qu'on voit bien que à mesure qu'elles grossissent, qu'elles fédèrent des communautés de chercheurs importantes en taille et en usage et en contenu, ces plateformes sont captées ensuite par des logiques économiques qui font que elles changent de statut et que leur usage devient un petit peu problématique. On a connu ça par le passé avec les réseaux sociaux, par exemple, les plateformes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le voit avec des plateformes de type partage, réutilisation de données. Merci beaucoup. Euh, Outre la réponse à l'exigence de rédaction d'un DMP, à quelles autres exigences le projet a-t-il été soumis en tant que projet européen, notamment concernant les données et codes produits ou réutilisés pendant le projet? Tu veux commencer, Chérifa? Ah non, vas-y, je compléterai. Ah. Alors en termes d'exigence, donc ça a été donc le DMP. Après, de manière générale sur le projet, je n'arrive pas à saisir si c'est de manière générale sur le projet ou c'est sur les outputs aussi et sur la réutilisation des données, si je peux préciser, parce que sinon on a des exigences européennes mais administratives. Et après sur le reste, Euh, alors, si la personne qui a posé la question veut pas de bien souci. compléter, soit dans le chat, soit dans le module question-réponse. Output, oui, et données. Oui, les données, ok. Bah, effectivement, en fait, il y a une exigence d'ouverture, puisque déjà dans le proposal, nous, c'était dans les attendus et dans les volontés du projet, même dans les livrables d'ouverture. Donc, ça vient du projet, pas forcément des agences de financement. Après, forcément, il y a une dynamique à ouvrir les données, le code, la documentation.
sans que ce soit obligatoire comme le plan de gestion de données, mais puisque nous, on le met dans le plan de gestion de données, on doit appliquer aussi ces pratiques-là et les justifier. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'autres obligations en termes de plan de gestion de données. Obligation donc d'utiliser l'outil Argos, implicitement aussi d'utiliser Zenodo, qui est interopérable avec Argos. Et c'est effectivement là, si on veut ouvrir notre plan de gestion de données, eh ben, on peut le faire avec Zenodo. On peut aussi, bien sûr, le mettre sur HAL, ce qu'on a fait aussi de notre côté, mais ce n'est pas directement interopérable avec HAL. Donc, indirectement, on a l'obligation aussi, entre guillemets, hein, bien sûr, d'utiliser Zenodo. Et si je peux compléter d'ailleurs avec répondre à une autre question que j'ai vue sur Open Science Framework, justement, parce que on s'était posé la question sur notre projet, donc de créer un espace dans un entrepôt, oui, dans un entrepôt de données pour mettre toutes nos productions. Et comme on regardait à travers en fait toutes les disciplines et pratiques, projets européens et autres, donc quels étaient les entrepôts qui étaient les plus pertinents pour nous. Et avec les exigences en fait de Chistera, eh ben, c'est vrai qu'une plateforme européenne était la plus pertinente. C'est pour ça qu'on a choisi Zenodo. Mais à la base, on regardait aussi avec Open Science Framework, qui est donc très utilisé en fait dans les communautés, notamment en psychologie et droit, et où Mandip est aussi très familière puisqu'elle utilise beaucoup Open Science Framework. Et pour elle, la science ouverte aussi. Alors, je dirais pas que c'est collé à Open Science Framework, mais quand même. Donc, la question s'est posée entre les deux, mais on est allé plutôt vers Zenodo. Mais Mhm. sinon, en termes d'exigence, enfin exigence à caractère obligatoire, en tout cas, je crois qu'on n'en a pas eu d'autres, hormis l'utilisation de la plateforme Argos. D'accord, merci. Alors, toujours très intéressé par la bibliographie, si jamais il y a un moyen de la partager de quelque façon que ce soit. Alors, on a une question, vous reconnaîtrez peut-être les initiales, elle faisait partie de la promo, de ma promo, petit indice. L'extraction des données ont-elles été effectuées sur des documents datant de plusieurs années? Dans ce cas-là, des documents numériques, pardon. Dans ce cas-là, des documents déjà numérisés. Pardon, j'arrive pas à lire la question. Dans ce cas-là, des documents déjà numérisés, ou y a-t-il eu des difficultés à rassembler des documents sur plusieurs années qui sont au format physique? Et bah, je commence et tu complètes aussi, Sherifa. Mais alors, effectivement, c'était des données datant d'il y a plusieurs années, donc sur les bases de données. Il y a des documents qui ont été numérisés. Et je rejoins aussi ce que disent mes collègues de projets similaires, donc Ijuris et Jade. Il y a eu des difficultés puisque ce sont des documents qui sont non standardisés et non structurés. Et donc, c'est pour ça que l'extraction de données peut être très difficile et où il y a beaucoup de verrous technologiques. Et c'est pour ça que dans notre projet aussi, on a pris énormément de retard. Et c'est là où les schémas d'encodage, en fait, arrivent. Et il est nécessaire, en fait, de faire des ateliers avec des chercheurs humains pour pouvoir repérer les informations dans les documents et après que ce soit automatisé, en tout cas, par les machines. Donc, oui, les documents ont été numérisés de plusieurs années. Et oui, enfin, non, ils n'étaient pas structurés non plus ni standardisés, donc il y a eu des difficultés là-dessus et il y en a toujours. Merci beaucoup. Alors, je me permets aussi une petite question. Alors, je ne sais pas si vous l'avez précisé ou si j'ai loupé ça. Jusqu'à quand court le projet? 2026, oui. Vas-y, 2026. Sherifa. Tout à Pardon. fait. Alors, il était sur 2 ans, donc il est censé se terminer en décembre, mais nous avons tous les trois, quand je dis trois, c'est trois partenaires, les trois pays, hein, voilà, D'accord. demandé une extension de 6 mois qui est assez systématiquement demandée dans les projets Xystera parce qu'ils ne durent que 2 ans. Et comme nous avons eu des verrous, on souhaite à la fois étendre le projet sans demander d'ailleurs un budget supplémentaire pour finaliser le travail, finaliser la valorisation des résultats et finaliser le projet dans de meilleures conditions. Donc, on attend la réponse, mais je suis confiante. Parce que là, à ce stade, vous avez déjà récolté tous les résultats Presque. Pas presque. tout à fait. Très bien, super. Alors, on a encore 5 minutes s'il vous reste des questions, sans quoi nous allons clôturer.
cette session. Une fois, deux fois. Ah, alors, quelle est la référence mentionnée oralement d'Amelia Hacker? Ah, alors, celle-ci, on pourra la rajouter à la liste de références du support qui sera partagé, hein, me semble-t-il, n'est-ce pas? Amelia Hacker, alors, c'est un ouvrage qui vient d'être publié. Donnez-moi 2 secondes, tout de suite le trouver parce que c'est son dernier, voilà. C'est un ouvrage collectif d'ailleurs qui a été publié avec, Oui, il y a Tommaso Venturini aussi qui fait voilà, partie du 6. complètement. Voilà. Alors, euh, c'est The Materiality of Data and Infrastructure. C'est avec Tommaso Venturini, comme disait Candice à l'instant, Jean-Christophe Plantin, Tom Wolford, Ayesha Omer et Ben Mendelsohn. Et c'est un ouvrage qui, alors c'est la collection The Sage Handbook of Data and Society. Il date de 2025, il vient de sortir. Et si je peux me permettre un complément, elle sort très prochainement, si ce n'est déjà fait peut-être d'ailleurs, un ouvrage au MIT Press. C'est une chercheuse américaine en sciences de l'information et qui justement interroge la place et le rôle des plateformes autour des questions de partage d'informations et de données. Donc voilà. Donc je vais tout de suite mettre la référence dans le chat. euh, le lien vers le publisher, en fait. Je n'ai pas la référence euh, dans un truc Zotero ou quoi que ce soit. Voilà, je vais le mettre dans le chat. C'est le lien, je suis désolée, hein, mais moi, ça vous donne la référence en attendant qu'elle soit incluse dans notre slide. Ah, je viens de réouvrir le chat et je viens de voir que c'était output, oui, et donné pour la question précédente. Et je vois aussi qu'il y avait le software management plan, de savoir s'il était aussi obligatoire. Et oui, il est obligatoire et directement inclus dans le template de Schistera. Donc on a aussi un software management plan. Voilà, désolé. j'ai pas fait. Non, mais c'est moi qui ai éludé en plus le détail après. Voilà. C'est my bad. J'ai une autre question. Alors, la question d'entrepôt de confiance n'a-t-elle pas été considérée? J'ai pas plus de contexte. Je sais pas si ça vous Alors, parle. entrepôt de confiance par rapport au document qui a été produit par le COSO, je crois que c'est ça? J'imagine que c'est ça pour entrepôt de confiance? Oui. Eh bien, alors, si ça a été considéré, enfin, le souci qui n'en est pas un, c'est comme nous sommes un projet européen et que nous avons un financement européen, la priorité est sur les entrepôts en fait européens. D'où Zenodo, c'est vrai. D'où Arcos aussi. D'où Argos aussi. Les 30, on va pouvoir conclure. Alors, je vous remercie chaleureusement, Sharifa et Candice, d'être intervenus. C'était absolument passionnant comme projet. On a hâte de découvrir les résultats définitifs. Et ensuite, peut-être une étude ethnologique, donc. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé des questions. On était ravis de vous accueillir cet après-midi. Et on vous donne rendez-vous plus tard. La date n'est pas encore fixée Plus pour tard, le la date journée n'est pas. Parlons Sciences Ouvertes de l'année 2025, mais vous aurez sous peu des infos à ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Sherifa, merci Candice, merci Léo. C'était un plaisir.